Quant à l'auteur du frontispice du jour, celui-là vous ne le connaissez pas, c'est Gottlieb Heinle, un sculpteur ornemaniste allemand. En 1756, a signé pour Frédéric II de Prusse un pavillon de thé dans les jardins du château de Sanssouci à Potsdam. Cette œuvre-là, d'ailleurs, vous allez la découvrir en long, en large et en travers, mais à la fin, on reviendra, ça c'est son façon de boucler notre rencontre de ce soir, on reviendra à cet extravagant pavillon de thé. Mais je voulais déjà vous montrer que dans le style stuc, même lorsqu'il est doré, on pouvait faire parfois autre chose que des anges. Et tout de suite pour vous mettre l'eau à la bouche, en tout cas pour les amateurs d'insolites, voilà encore un détail de ce pavillon de thé. Un groupe de Chinois et de Chinoises buvant le thé comme par hasard. Inutile de vous dire grandeur nature ou presque, puisque nous y sommes encore, un autre détail de ce même ensemble est certainement l'un des plus extravagants que le style exotique, sino-exotique, est signé à la fin du XVIIIe siècle. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de voir beaucoup d'autres œuvres inspirées par l'Orient aujourd'hui, puisque c'est un petit peu ce dont il s'agit. Ce sont ces mascarades orientales dont la deuxième moitié du siècle a été infiniment brillante. Alors, comme le prouvait ce que vous venez de voir, mais aussi ce que je viens de dire, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, que nous parcourons déjà depuis des semaines, voit une mode s'imposer presque comme un devoir esthétique, pourrait-on dire. On ne peut pas vivre, il n'est plus de bon ton de vivre, il n'est pas permis de vivre sans être entouré d'objets, si possible chinois. L'extrême-orient, la Chine et le Japon en particulier, triomphent donc aux façades des hôtels, aux parois des palais, dans les bibliothèques, voire même dans les pavillons de plaisance qu'à l'époque on construit, vous le savez, à pléthore à travers tout notre Occident. Alors pour introduire ce sujet-là, j'ai amené un certain nombre de documents qui vont vous montrer un peu quelques exemples de très haute qualité et de très haut niveau de ce goût orientaliste du XVIIIe siècle. Ainsi, par exemple, à la collection Calouste Gulbenkian à Lisbonne, qui, vous le savez, est l'une des plus belles collections qui soit au monde en matière d'objets du XVIIIe siècle, on garde cet ensemble formé de 3 vases en céladon de fin période Ming qu'un orfèvre parisien a remonté en bronze doré. Et ces 3 objets faisaient partie d'une garniture de cheminée. Il y en a eu beaucoup à travers tout l'Occident de ce type-là, de ce genre-là, mais jamais, disent les spécialistes, la qualité de l'objet chinois, du céladon en particulier, et de la monture, c'est-à-dire du bronze doré, n'a atteint le niveau de cet objet que vous avez là, de ce surtout de cheminée que vous avez là. Lorsqu'on a de quoi s'offrir un ensemble de dessus de cheminée de cette qualité-là, pourquoi ne pas aller plus loin et dans le boudoir adjacent de créer un décor chinois? C'est le cas par exemple de celui-ci qui a été revêtu de papier peint directement en Chine, importé pour l'usage occidental et rapporté sur les parois. Le sujet en plus est extrêmement intéressant ici puisqu'il raconte avec un luxe de détails assez étourdissant la culture de la soie et la façon de faire la soie. Donc c'est une sorte de renouveau, pourrait-on dire, de la route de la soie que marque cette deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc, lorsqu'on a un peu de moyens, c'est le dessus de cheminée. Lorsqu'on a plus de moyens, c'est l'ensemble de papier peint chinois. Lorsqu'on a encore plus de moyens, alors c'est la création d'un ensemble fait par un artiste occidental, et si possible l'un des meilleurs, mais à la manière du goût chinois. C'est le cas, par exemple, ici, de ce papier d'ornement créé à Londres en 1761 et destiné à l'une des grandes demeures du sud de Londres, où vous avez, vous le voyez sans doute, un paysage à la chinoise, mais dans lequel Jérôme Bosch et Bruegel semblent être quelque peu égarés. C'est un espèce de caprice invraisemblable, d'ailleurs, de cortège d'empereurs, d'astrologues, de concubines, de palanquins, les uns tirés par les éléphants, les autres par des cygnes, dans un esprit inventif qui est extrêmement remarquable ici. Mais ne vous attendez pas, un pareil ensemble coûtait effroyablement cher, puisque la facture de ce papier peint-là, pour un boudoir, s'est élevée à 12 000 livres or de l'époque.
C'est donc un plaisir royal que de jouer aux Chinois. C'est un plaisir royal que certains rois se sont offerts, ainsi Louis XV. Louis XV a demandé à l'un de ses peintres favoris, vous connaissez d'ailleurs, c'est François Boucher, d'exécuter un certain nombre de cartons destinés aux manufactures de tapisserie de Beauvais. Et Beauvais aurait dû, si les cassettes royales n'avaient pas été subitement mises à sec, Beauvais aurait dû donc livrer l'ensemble de ces tapisseries. Il ne reste que les cartons, un très bel ensemble d'ailleurs, pas si loin de chez nous non plus, c'est au dimanche dans 15 jours, c'est à Besançon. On peut s'étonner de voir plein Besançon, un exemple de cette qualité-là. Vous trouverez ça au musée des Beaux-Arts de Besançon. Alors voilà donc la Chine de Boucher. Vous voyez qu'elle est aussi étrange et tarabiscotée que la Chine du peintre de papier peint anglais de tout à l'heure. L'empereur, la concubine impériale, les grands mandarins sont traités avec un total manque de recherche archéologique. Il s'agit essentiellement d'une mascarade, c'est-à-dire d'une œuvre destinée au bon plaisir de nos nobles, en l'occurrence au bon plaisir de nos rois. La mascarade, d'ailleurs, c'est un peu le mot du siècle, ou le mot du tournant du siècle. C'est ainsi que, à la fin de cette petite présentation sur l'extension du goût chinois en Europe, par les quelques exemples que je viens de vous montrer, je vous montre maintenant les mascarades, les carnavals, les balles costumés. Une fois de plus, il ne s'agira jamais, tout au long de l'exposé de ce soir, du moindre souci, voire même du moindre scrupule archéologique, mais toujours une dernière fois, d'une retransposition presque obligatoire des données du réel en fonction d'un rêve dans lequel le siècle essaie de s'oublier. Un tableau d'ailleurs très attachant, mais surtout intéressant parce qu'il nous montre une liesse populaire où l'orientalisme est devenu extrêmement important. Vous savez que ce monde-là, ce monde oriental, a eu très mauvaise presse pendant fort longtemps. Il y a de cela, je dirais, 40, 50 ans encore, pour être prudent, on appelait ça avec un brin de désinvolture le style Pompadour. C'est un peu vrai que c'était le style Pompadour. Ou plus exactement, c'est un peu vrai que l'une des grandes responsables de ce goût pour l'orientalisme a été Madame de Pompadour. Du coup, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, je vous ai préparé un petit topo sur Madame de Pompadour. Non pas pour vous dire ce qu'elle faisait avec Louis XV, ça ne m'intéresse pas, mais disons pour vous montrer qu'elle était beaucoup plus que la figure assez tristounette de favorite que l'on essaye de nous présenter d'habitude. Alors très rapidement, si vous me permettez, un petit mot sur celle qui va au fond nous suivre pendant tout ce voyage, parce que vous voyez qu'on s'y référera extrêmement souvent. Madame de Pompadour est née, vous le savez peut-être, en 1721. Elle était la fille d'un financier plus ou moins véreux, mais en 1721, tous les financiers étaient véreux. Il paraît que ça a changé depuis, mais enfin à l'époque, il s'appelait François Poisson, ce qui n'est pas très joli, et il avait une épouse qui s'appelait Madeleine de la Motte, laquelle a crié sa vie entière qu'elle était noble donc, et surtout descendante de la fameuse La Motte de l'affaire des poisons. Il paraît que ça pimentait un peu ses succès masculins. Toujours est-il que M. François Poisson a très rapidement, l'enfant étant quasiment au berceau, dû aller voir un petit peu ailleurs, en France, comment se portaient les finances, parce qu'il risquait beaucoup à rester ici. Et Madame de la Motte, ses blasons en tête, a réussi à devenir la maîtresse d'un fermier général, ce qui est toujours une bonne affaire, comme vous le savez. Il s'appelait Lenormand de Tournehem. Et ce Lenormand de Tournehem est un être exceptionnel. Au lieu de simplement batifoler avec la mère et très vite de laisser mûrir la fille pour se la réserver, ce qui dans tous les contes de rétifs de la Bretonne, ce qui à l'époque est le canevas habituel, il s'est contenté de la mère et a donné à la fille une éducation extraordinaire. La petite Antoinette Poisson a eu une éducation incroyablement poussée pour une jeune fille de ce temps-là. Il faut dire que M. de Tournehem visait très haut, mais sa personne ne s'en était rendu compte encore. La petite grandit en âge, en vertu et en prospérité. Il s'agit de la marier. Il lui fait épouser quelqu'un qui est naturellement de convenance. C'est son propre neveu, le sous-fermier, Lenormand d'Étiole. Et voilà Antoinette Poisson devenue Antoinette Lenormand d'Étiole, ce qui est quand même un tout petit peu plus joli. Dès lors, cette jeune fille, elle a
16 ans, si je ne me trompe pas, elle devient l'une des figures les plus en vue de ce nouveau mouvement d'idées dont nous avons parlé déjà, c'est le mouvement des salons. Vous vous souvenez peut-être que l'esprit français, à partir de 1740, peut-on dire, aura ses alcôves non plus à Versailles, mais à Paris. Et c'est à Paris que la jeune Antoinette fait ses débuts, chez Madame de Tencin, chez Madame Geoffroy et chez bien d'autres encore, où elle rencontre les beaux esprits du temps, Fontenelle, Crébillon, Voltaire et d'autres personnes qui seront le lui rappeler dans quelque temps. Monsieur de Tournemem regarde grandir la jeune fille, bien sûr, lorsqu'elle devient pareille à l'abricot, c'est-à-dire bien mûre, toute rose, toute dorée. Alors il dévoile ses batteries, la bonne éducation, les frais de la bonne éducation, le nom, qui n'est quand même pas si mal, le nom des fioles, et la complaisance du mari, ça se paye, et c'est maintenant que ça va se payer. Elle a été créée, cette petite, pour le roi, pour le roi. Et ainsi, en février 1745, elle rencontre le roi Louis XV, et vous savez que en 2 semaines et demie, elle devient maîtresse officielle de Louis XV. Le roi la fera d'abord marquise de Pompadour, puis duchesse de Pompadour en 1752. À partir de là, vous allez me dire que ça ne devient pas intéressant. Ben si, justement, c'est à partir de là que ça devient intéressant. En ceci que, ce qu'on appelait joliment au XVIIIe, le service de Madame de Pompadour auprès du roi, ce service ne durera que 5 ans. 5 ans. 5 ans de faveur, vraiment. Après cela, ce sera la grande valse des favorites que l'on connaît, Madame du Barry en tête. Mais Madame de Pompadour demeurera jusqu'à la fin de ses jours l'amie indispensable vers laquelle Louis XV se tournera lorsqu'il s'agit de goût, lorsqu'il s'agit d'art, lorsqu'il s'agit de musique, lorsqu'il s'agit de théâtre, lorsqu'il s'agit, bref, de beaux-arts. Elle est entourée d'une véritable cour de peintres, de graveurs, de littérateurs, d'auteurs de sonnets, les uns bons, les autres mauvais, surtout des mauvais, mais c'est pas sa faute. Eh bien, c'est dans les appartements de Madame de Pompadour que tout ce que vous allez voir ce soir va être créé. Le goût chinois, c'est elle qui l'a lancé, et Dieu sait si elle en était fière. Et vous allez voir qu'il va essaimer jusqu'en plus, et même jusqu'au fin fond de la Russie. C'est elle qui l'a créé. Vous savez qu'elle mourra le 15 avril 1764, fort jeune donc, d'une congestion pulmonaire. Alors si on dresse le bilan de cette figure assez étonnante, il faut rappeler qu'elle a été, sa vie durant, protectrice des lettres et protectrice des arts, qu'elle a été une collectionneuse terrible. Vous savez qu'elle est morte sans un sou malgré des pensions énormes, parce qu'elle dépensait tout en objets d'art et en livres. Ses 2 passions étaient la porcelaine, elle a acheté des vaisseaux entiers de porcelaine chinoise, et les livres dont elle avait l'une des plus belles bibliothèques d'ailleurs du Paris du temps. Il faut rappeler aussi qu'elle a défendu l'encyclopédie avec rage et courage, alors que Louis XV, justement, l'avait condamnée pour le faire. Il faut se souvenir aussi qu'elle dessinait et qu'elle gravait. Elle dessinait et gravait pas si mal que ça. Même si, dit-on, M. Boucher corrigeait de temps en temps, mais ça c'est une autre histoire. On lui doit quand même la relance de la manufacture de Sèvres, il faut le dire, parce que c'est important, et on lui doit toute une série de petits pavillons, de petits hôtels particuliers entre Paris et Versailles, dont quelques-uns sont restés extrêmement célèbres. Par exemple, justement, son hôtel parisien, l'hôtel d'Évreux, qu'on appelle aujourd'hui l'Élysée. Vous voyez que ça a toujours à quelque chose, mes favorites. L'Élysée, c'est la demeure de Madame de Pompadour. Autrement dit, cette femme exceptionnelle aurait tout eu, mais tout eu pour être l'une des grandes figures patronant des arts et des lettres de son temps, si elle n'avait dû expier jusqu'à la fin de sa vie ses 5 ans de malheureux service auprès du roi. La cour l'a détesté, les cours étrangères l'ont détesté, et celui qui l'a le plus détesté de tous, c'est Frédéric II de Prusse, qui l'appelait Sa Majesté Cotillon. Le jour où Frédéric II de Prusse cédera au goût Pompadour en se faisant construire son pavillon de thé chinois, Voltaire, dit-on, ricanera 24 heures entières sans pouvoir se prendre. Mais j'aimerais au moins lui rendre hommage en vous présentant une œuvre que vous connaissez, mais qui est tellement admirable dans l'esprit du rococo que moi, je ne pourrais pas manquer de vous la remontrer. C'est ce fameux portrait de François Boucher, son peintre, montrant Madame de Pompadour au petit matin.
Des petits matins glorieux parfois. Alors je crois que vous avez assez montré l'œuvre pour ne pas revenir sur tout l'esprit, disons, envolute et bouillonnant de cette composition-là, mais je trouve que pour une fois, parler du modèle plutôt que parler de l'œuvre elle-même méritait votre attention. Alors, Madame de Pompadour, c'est une chose, mais naturellement le goût chinois c'en est aussi une autre. Il ne peut pas y avoir que Madame de Pompadour, il y a bien sûr beaucoup d'autres facteurs, beaucoup d'autres motivations. Motivation de cette naissance du goût oriental. J'en vois deux fondamentales. Il y en a certainement d'autres, mais deux qui méritaient d'être citées ce soir. La première de ces motivations est à la fois économique et politique. Économique et politique. Dès la fin du XVIe siècle, vous le savez sans doute, naissent ce qu'on appelle les compagnies d'Orient. C'est-à-dire ces vastes ensembles commerçants et spéculatifs qui vont drainer les produits très bon marché de l'Orient jusqu'en Occident où ils seront vendus très chers. Le principe de base est extrêmement simple, encore fallait-il que la clientèle occidentale marche. À la fin du XVIe siècle, ça a été fort dur. L'essentiel, le succès essentiel a été les épices. Les objets d'art, ça n'a pas trop bien pris. Mais dès la deuxième moitié du XVIIe, et avec rage dès la deuxième moitié du XVIIIe, tout produit oriental était vendu quasiment même avant d'aborder dans l'un ou l'autre des grands ports des différentes compagnies. Vous savez ce qu'on appelle la Compagnie des Indes, la fameuse Compagnie des Indes. On croit toujours qu'il n'y en a qu'une, il faut que vous sachiez qu'il y en avait quatre. Quatre qui ont fait des milliards avant, c'est vrai, un peu d'épices, mais surtout beaucoup de soie, de céramique et de porcelaine, venant principalement et du Japon et bien sûr de la Chine. La première en date de ces compagnies, c'était l'anglaise. La compagnie anglaise des Indes orientales avait été fondée en 1599, donc toute à la fin du XVIe siècle, et confirmée par charte de la reine Élisabeth Ier au premier jour de l'année 1600. Son monopole va traverser toute la période qui nous intéresse jusqu'en 1813. Ça n'est qu'en 1813 que l'Angleterre elle-même le lèvera et supprimera le monopole de la Compagnie des Indes orientales. Ça, c'est pour l'Angleterre. La deuxième qui est de loin la plus riche et surtout la plus puissante et la mieux défendue, c'est la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Celle-là avait été créée par une charte des États généraux des Provinces unies en 1602 et naturellement pour faire immédiatement part au monopole anglais. Eh bien, cette compagnie hollandaise sera infiniment plus puissante même que l'anglaise, puisqu'au XVIIIe siècle, elle comptait, roulant en permanence à travers mer et océan, 150 bâtiments de commerce, 40 navires de guerre pour protéger les convois les plus précieux, et une armée permanente et personnelle de 10 000 soldats de métier. Donc c'était une formidable entreprise de cette compagnie hollandaise, et vous savez, nous savons qu'en fait, on lui doit l'essentiel du fourmillement d'art oriental dont nous avons bénéficié. Elle disparaîtra, elle, un peu avant l'anglaise, en 1798. Beaucoup plus tard, comme par hasard, arrivent les Français. Alors la compagnie française des Indes orientales, la troisième, a été créée par Colbert en 1664. Et cette compagnie créée par Colbert a été votée par Lass en 1719. Elle sera sur le terrain, c'est-à-dire en Inde, surtout puissante, mais son commerce sera sinon négligeable, du moins extrêmement peu intéressant. Elle fermera ses comptoirs, elle, en 1794. À ces trois compagnies, anglaise, hollandaise et française, s'ajoute une puissance coloniale importantissime, c'est les Portugais. Vous savez que les Portugais, dans leur célèbre vaisseau noir, le fameux vaisseau noir qui drainait tout l'or de Macao par le Japon, véhiculèrent par tonnes les produits étrangers, les produits exotiques jusqu'à notre Occident. Et la fameuse Casa da India à Lisbonne comptait un bénéfice de 1,700,200,000 cruzeiros d'or. La première motivation donc, nous en avons fini, c'était ce que j'appelle l'économique et politique, c'est-à-dire ce jeu d'alliance extrêmement sourd, extrêmement délicat, extrêmement ténu entre les quatre grandes puissances que sont donc, en résumé, Angleterre, Hollande, France et Portugal. La deuxième motivation serait
culturelle à proprement parler, si vous voulez. On note en effet que depuis le milieu du XVIIe siècle, à peu près, l'Orient commence à être à la mode. On parle Orient, on parle le langage oriental, on met en scène dans les romans et surtout dans les contes une société orientale. À cela, à cette motivation culturelle, je vois deux raisons fondamentales. Première raison, la transposition en Orient de problèmes qui sont strictement occidentaux permettait aux auteurs d'échapper à la toute-puissante censure du temps. On peut parfaitement faire un tableau à s'y méprendre de Louis XIV et puis le dresser en empereur de Chine. Ça passait, paraît-il. Donc c'était une façon de stigmatiser, mais encore une fois en échappant à la censure. Vous en avez un très très bon exemple, Montesquieu, les lettres persanes, où l'ingénuité des deux persans, et surtout l'ingénuité de Rica, permet de dire les pires horreurs et par là même de rendre le compte à toute une société abusive sans que personne ne puisse s'en plaindre, puisqu'après tout, c'est des Iroquois qui parlent. Ce n'est pas tout à fait des Iroquois, les Iroquois, ce sera Voltaire, mais c'est des Persans, c'est encore pire, comme chacun sait. Donc, première motivation, le déguisement qui permet, en fait, la critique et surtout la satire. Deuxième élément de ces motivations culturelles, le déguisement oriental, c'est toujours la même chose, permet, dans un siècle que l'on croit avoir été très libre, mais qui était libre avec surveillance, tous les écarts possibles. Vous savez sans doute que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle s'écriront par milliers les livres que nous appelons aujourd'hui galants ou légers. Ce sont des termes d'ailleurs extrêmement gentils pour parler d'ouvrages qui franchement frisaient la belle pornographie. Bon, c'était dangereux d'écrire à l'époque, on risquait la police. Sauf quand il s'agissait des mœurs sexuelles des bapous ou à peu de choses près. Donc de nouveau, recréer tout un scénario invraisemblable et mettez-le en Chine, la critique ne dira rien. La censure, pardon, ne dira rien. Elle déconseillera peut-être désormais aux Français de faire des voyages en Chine, mais c'est un peu tout. Là aussi, je vous donne un exemple, et un exemple qui n'est pas assez connu à mon sens, et pas assez lu, c'est William Beckford. C'est un Anglais, mais de culture française, qui a écrit une admirable nouvelle dans le genre oriental qui s'appelle Vathek. Et chose très curieuse, cet ouvrage qui est considéré comme l'un des plus libres de pensée du XVIIIe siècle a été écrit à la Tour de Paix et a été publié à Lausanne. Alors voilà donc, si vous voulez, le double champ de ces motivations qui me paraissait très important de fixer avant de partir voir ce que nous avons à voir. Donc, point 1, des motivations strictement économiques et politiques par ce train des différentes compagnies orientales qui permettront à nous occidentaux de découvrir l'art chinois, l'art japonais, voire même parfois l'art indien. Et deuxièmement, des motivations culturelles qui permettent, si vous voulez, d'asseoir cette culture chinoise et japonaise dans un contexte, et le contexte des problèmes que connaît la deuxième moitié de notre XVIIIe siècle. Peut-être qu'il y aurait encore un troisième point que je voudrais très rapidement relever. En matière d'art, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un mot apparaît qui va faire fortune. Ce mot, c'est le mot pittoresque. Pittoresque, ça veut dire qui est digne d'être peint. Or, il est évident que le pittoresque, pour une société comme celle du XVIIIe, doit aller chercher non pas vers le quotidien, mais plutôt vers l'étrange, l'insolite, l'épicé. Donc, fatalement, l'Orient sera particulièrement pittoresque. Il fallait bien limiter le sujet, j'ai décidé de le limiter de nouveau à ce que j'avais appelé la dernière fois le triangle d'or, si vous vous souvenez, c'est-à-dire Vienne, Berlin, Munich. Nous allons retrouver exactement dans les mêmes lieux, mais voir naturellement ce que vous n'avez absolument pas vu, les appartements chinois que se sont créés les différents monarques des trois capitales susmentionnées. Alors, sans plus attendre, voyons maintenant la première, nous partons pour Vienne. Vous vous souvenez que, la dernière fois, nous avions vu le prince Eugène de Savoie-Carignan, sorte de co-empereur de Vienne, se faire créer par Lucas von Hildebrand, un merveilleux double demeure qu'est le Belvédère, et cela très tôt dans le XVIIIe siècle, entre 1714 et 1716. Nous avions vu donc se créer
D'abord ce belvédère inférieur, puis le belvédère supérieur. Alors voilà ce belvédère supérieur, vous en souvenez sans doute, créé pour fermer la perspective de la résidence du prince Eugène, qui est le belvédère inférieur, et donc ceci a été créé, vous en souvenez sans doute, pour les fêtes du prince Eugène. Eh bien, un des salons va nous préoccuper, c'est celui-là. Premier exemple, ou l'un des premiers exemples, en tout cas en Europe du Nord, d'un salon chinois. C'est un décor, bien sûr, de boiserie, traité entièrement au vernis, un vernis brillant, mélangé de cette matière très à la mode au XVIIIe qu'on appelait l'or molu. L'or molu permettant de donner une espèce de splendeur presque irritante pour l'œil tellement elle est franche aux couleurs. Alors vous avez toute une sorte de jeu de grotesque avec des fleurs, avec des animaux étranges, avec des animaux fantastiques et quelques petits personnages en cartouche qui sont à la chinoise. Mais surtout, et ce qui est très frappant, remarquez-le bien, c'est toute une série de consoles auxquelles sont appuyées des porcelaines chinoises. Donc voilà, si vous voulez, l'une des premières arrivées des vaisseaux des compagnies et de la vente des vaisseaux de ces compagnies. Maintenant, on voit la porcelaine chinoise devenir presque une co-architecture avec l'ensemble des autres arts. Voilà un détail peut-être un peu plus reconnaissable de cet étrange goût chinois qui est encore assez grec, si j'ose dire. Vous voyez peut-être, si vous avez d'excellents yeux, les petites dames là, des cartouches inférieures, elles tiennent plutôt de cérès et de pomone que de favorites d'empereurs de Chine, mais enfin, les roses, par contre, sont certainement à l'imitation des vases de Qianlong, et au-dessus, vous le voyez, les originaux se présentent ici avec toute leur fantaisie poétique. Voilà encore un petit détail appartenant à ce tout petit boudoir du prince Eugène qui a surtout le mérite fondamental donc d'être l'un des premiers exemples de sinophilie dans l'Occident, 1714 à 1716. Mais il est temps de quitter le belvédère, avec sa toute petite pièce, pour arriver à une autre résidence autrement plus importante à Vienne, c'est Schönbrunn. Schönbrunn dont nous n'avons pas parlé du tout jusqu'ici. Alors je vous rappelle bien sûr que Schönbrunn, c'est la maison par excellence de la famille de Habsbourg, que Schönbrunn a été créé au XVIe siècle et qu'on ne va cesser de l'embellir, de l'agrandir et de l'amender jusqu'à peu près en 1820, en gros. Mais naturellement, c'est l'état du XVIIIe qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire le grand corps central que vous avez ici, qui est dû à Fischer von Erlach. Schönbrunn est aussi un des exemples absolument merveilleux de goût rococo. Mais chose très curieuse, dans ce Schönbrunn des Habsbourg, semble se révéler comme au second degré un esprit chinois tout de suite. Je veux dire que, même dans des décors comme ceux-ci, vous allez voir une façon de tendre la ligne qui, curieusement, n'est pas tout à fait européenne. Regardez par exemple ici, c'est un niveau de plainte qui joue donc avec de grandes nervures en stuc doré, parcourues par des guirlandes de roses qui sont un peu, disons, d'un esprit orientalisant. Les Habsbourg, en effet, Marie-Thérèse en particulier, seront extrêmement friands de cet orientalisme que nous allons découvrir maintenant. Regardez, même des choses comme ceci. L'audace d'avoir une grande ligne extrêmement noble, pourrait-on dire, celle qui sous-tend de l'eau se plaindre, et par-dessus cette espèce de ligne tortillotée qui est là, cela aussi me paraît un peu chinois. Mais naturellement, ça n'est pas un esprit chinois avoué. Plusieurs des salles de Schönbrunn, en effet, ont été décorées dans le style chinois, et dans un style chinois extrêmement marqué, voire même extrêmement débridé. Nous allons voir du plus sage au moins sage, commençant par le salon bleu. Ce salon bleu, c'est un décor sur soie, peint à la main bien sûr, dans lequel, dit-on, se sont exercées les archiduchesses elles-mêmes. En effet, ce n'est pas du tout une soie chinoise, c'est l'imitation de motifs à la chinoise et, si vous voulez, de cartouches à la chinoise, dans un ensemble qui est un ensemble européen, en l'occurrence autrichien. Vous voyez que dans les cartouches, sous forme de camailleux, on voit des jeux d'enfants en Chine. L'appartement qui suit dans le style chinois est alors beaucoup plus raisonné. Mais c'est une pièce admirablement solennelle,
dans l'esprit du rococo, avec un admirable décor doré or étouffé. Décor or étouffé d'ailleurs qui est repris par les meubles que vous avez ici. Mais quand on y regarde de près, on découvre que ce décor des parois, est fait en fait d'admirables boiseries en chêne, entièrement recouvertes d'or à la feuille, ça va de soi. Boiseries qui isolent de grands cartouches. Et quand on y regarde encore plus de près, on découvre, alors enfin, mais c'est très ténu encore une fois, c'est très en clair-obscur, on découvre enfin que ce décor des cartouches, ce sont des lacs chinois. Eh bien oui, l'ensemble de cette salle a été proposé par un ornemaniste français à l'impératrice Marie-Thérèse. On a commandé en Chine au format voulu les lacs que vous avez ici. Et lorsqu'elles ont été livrées, elles ont été incluses dans ce décor parfaitement occidentalisé et parfaitement, si vous le voulez, à la mode du temps. Rococo donc, que vous voyez s'exalter ici. Là encore, c'est une sorte de première, pourrait-on dire, puisque pour l'une des premières fois, on commandait à la Chine un décor qui était réservé à l'Occident. Bientôt, ce sera chose parfaitement courante. On commandera à la Chine des services de porcelaine entiers, armoriés ou monogrammés. Mais là encore n'était pas l'usage. Là, Marie-Thérèse innove en envoyant faire son salon en Chine. Et il faut dire que ce décor or sur noir a été admirablement intégré par l'ornemaniste français à l'esprit du décor. En voilà un autre exemple ici, avec ces paysages de pavillons, de lacs, de chasse, de bois, très convenus si vous le voulez. C'est tout à fait dans l'esprit d'une peinture du XVIIIe siècle qui en Chine était en voie d'épuisement. C'est donc pas un art prospectif à l'extrême, mais je trouve que la rencontre de la préciosité de l'œuvre chinoise avec la préciosité de la monture autrichienne fait le plus heureux des ménages qui soient. Donc là, à Chevroux, quelque chose qui dépasse et de loin ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. Troisième chambre de Chevreau, une chambre complètement délirante comme vous pouvez le voir, on l'appelle aujourd'hui la Millionenzimmer, la chambre des millions, car on prétend en effet qu'elle a coûté 7 millions de florins d'or. Je dois dire que quand on connaît quand même l'esprit de rapine de Marie-Thérèse, ça m'étonne. Mais enfin, l'ensemble est unique au monde en ceci que Marie-Thérèse a fait venir, par son ambassadeur à Constantinople, 260 miniatures qui sont persanes ou mogholes, c'est-à-dire indiennes. Ensuite, l'ornemaniste de l'ensemble, qui cette fois-ci était italien, a commandé en Chine le bois de rose dans lequel allait être inclus ce décor de miniatures. Donc le bois vient de Chine, les miniatures viennent de Constantinople. Et l'ensemble a été monté tel que vous le voyez. Alors, gaillardement, pour répondre à cette espèce de dynamique du rococo qui était si à la mode du temps, on a coupé dans les miniatures. Car vous voyez bien que leurs formats ne sont surtout pas des formats de miniatures traditionnels. Voilà par exemple un détail de cette pièce des millions. Alors vous voyez, sous, on peut dire, le rouge du bois de rose chinois. Par-dessus, vous voyez le jeu des bronzes dorés qui l'animent, et au deuxième degré, vous devinez les miniatures persanes. Un ensemble qui, au moment où il a été créé, a été considéré comme le plus beau du monde, sans tout aucun. Et c'est vraiment, en matière en tout cas d'orientalisme au XVIIIe, l'un des plus beaux, sinon le plus bel ensemble que l'on puisse voir. Remarquez la qualité, surtout dynamique de chacun de ces rinceaux. Véritablement, les couleurs et les matières tournent autour de vous et donnent une forme de sentiment délicieux de vertige qui est très très propre à l'exaltation des sens au XVIIIe siècle. La seule chose qui m'étonne, c'est que cette robuste Marie-Thérèse y ait trouvé plaisir, mais enfin, il y a parfois d'étranges secrets, je pense. Souvenez-vous surtout donc de ces trois appartements de Schönbrunn voués à l'orientalisme, la pièce aux soies peintes, puis surtout le salon des vieux lacs, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire cet ensemble fait en Chine pour être ramené à Schönbrunn. Et souvenez-vous surtout comme l'une des gloires de l'ornemantisme au XVIIIe, de cette Millionenzimmer, qui est certainement l'un des plus beaux exemples d'ornemantisme que l'on ait jamais vu.
Et du coup, nous allons partir pour la deuxième de nos capitales, nous allons partir pour Berlin. Nous avions vu que le Charlemagne d'aujourd'hui est surtout dû à Frédéric Ier, puis à Frédéric II, dit le Grand. Un beau jour de 1711, en effet, le roi Frédéric Ier a demandé à son architecte de lui créer une chambre, salon, à la chinoise. Et Eosander von Goethe a créé ce salon chinois. L'ensemble est entièrement fait au mur de glace et de panneaux de velours vieilli, or et bleu. Et pour meubler le tout, d'invraisemblables présentoirs ont été dessinés par Eosander von Goethe et entièrement meublés de porcelaine chinoise d'une seule esthétique et d'un seul règne. Ce sont toutes des blancs bleus de Kangxi, c'est-à-dire une des grandes pour les productions de la fin du XVIIe et début XVIIIe siècle. Voilà les centres de la composition, avec donc ces grands panneaux que vous avez là, sur une monture en chair sculptée et au naturel. C'est un caprice de bois étourdi sans de virtuosité. Le tout inutile de vous dire se reflète dans des glaces. Vous voyez que la petite devient 1, 2, 3. Mais qu'elle va se refléter aussi en face et par la même coin sur coin, présentoir sur présentoir, on est presque dans une sorte de palais de l'impossible ici. Donc vous voyez que partout ne règne que l'éclat du miroir, l'éclat plus étouffé bien sûr des lacs à la chinoise, et la brillance presque impitoyable de ces vases que vous découvrez. Voilà l'un des grands centres dans lequel, alors véritablement, l'ornementiste, M. von Goethe, qui d'habitude était un homme sérieux, il faut bien dire, semble s'être amusé à outrance. Vous voyez, il crée ici tout un espèce de motif de guirlande dans lequel il inclut le XIXe, mais dominé par ce qu'on appelait à l'époque des magots, et c'est une sorte de statue en buste à la chinoise qui soutiennent les vases les plus précieux. De même qu'en bas, vous voyez, ça s'appelle une pagode. On a ici une pagode dont l'auréole est fait au grand plat blanc-bleu de Kangxi, de blanc de Chine, de qualité, tout à fait convenable, l'entour. Mais disons, les pièces elles-mêmes, vous le voyez bien, ne comptent pas. Je veux dire, ça n'est pas la collection ici qui est importante, c'est vraiment la vision d'ensemble de cette espèce de turbulence des matières, des formes, des résonances et des couleurs. C'est ça qui intéressait vraiment les grands ornementistes du temps. Voilà encore un autre exemple. Alors de nouveau avec un arbre de gessé saucière, si on peut dire, des Atlantes, tout d'un coup un petit peu plus néoclassique que chinois dans un bon, et tout en haut, au niveau des plaintes, c'est presque encore pire, puisque c'est par dizaines, voire par centaines, que de minuscules petites consoles, pourtant scrupuleusement dorées, tiennent une collection absolument incroyable de petits verres, de petits récipients, d'assiettes, et regardez, jusque là-haut, ces vases minuscules qui mesurent 3-4 cm de hauteur à peine, viennent créer avec l'or et dans l'or bleu une sorte d'accord strident. C'est vraiment tout à fait étonnant. Il faut que vous sachiez que Eosander von Goethe, pour réaliser le salon de porcelaine de Frédéric Ier de Prusse, a retenu à la compagnie hollandaise des Indes orientales 18 000 vases. Là, de nouveau, regardez, les petits vases, en cette façon, on les a suspendus à des fils d'argent, vous voyez. Alors, de cette façon, ils bougent sans cesse. Et avec la réflexion dans les miroirs, je vous assure qu'on est quasiment à la limite du cauchemar. Et puis, bien entendu, l'ornementiste s'amusait toujours avec des effets extrêmement concertés de déséquilibre. Vous voyez, les vases qui s'avancent, bon, ils s'avancent prudemment, direz-vous, mais ils s'avancent quand même dans le vide. On a toujours un petit peu l'impression que l'ensemble va basculer. On a surtout l'impression que si on en touche un, les 2800 autres vont vous tomber sur la tête. Il y a vraiment un jeu du précaire, un goût du jeu du précaire qui est très marqué dans cet ensemble hallucinant. Et cela nous rappelle à un lieu que vous connaissez. Troisième aventure maintenant, troisième point de notre triangle d'or, Munich et le Nymphenburg. Alors je vais vous repromener dans le parc de Nymphenburg aujourd'hui. Et du coup, pour mieux vous montrer la beauté du parc et de ses fabriques.
Vous vous souvenez certainement de ce terme de fabrique qui, au XVIIIe, désigne ces pavillons de plaisance que toute l'Europe se fait construire jusqu'aux confins des hectares et hectares de terre chassée dont bénéficiaient les princes. Alors, la fabrique d'aujourd'hui, ça n'est naturellement plus Amalienburg. Comme par hasard, c'est Pagodenburg, c'est-à-dire justement le petit château. Alors là, l'histoire est assez jolie. Vous savez que le grand jeu à la mode à cette époque-là, c'était le jeu du maille. Le jeu du maille, c'est un jeu français qui est une sorte de jeu qui ressemble énormément, si vous voulez, au jeu de qui. Donc ça provoque très rapidement une sudation de mauvaise aloi, surtout en vêtements de cour. Il fallait très rapidement évander les dames et surtout décongestionner les messieurs. Alors à côté d'un jeu de maille, on devait jouer si on n'était personne, à côté d'un jeu de maille, on élevait un petit pavillon de plaisance toujours. Et le prince électeur Max Emmanuel a fait élever le Pagodenburg. Or, c'est assez amusant qu'un Bavarois jouant un jeu français se fasse construire une pagode chinoise. Ça montre bien l'éclectisme du XVIIIe siècle. Donc, notre prince électeur Max Emmanuel a chargé son architecte de lui élever entre 1717 et 1719 ce fameux petit lieu de repos dans le style chinois. La commande dit bien dans le style chinois. Et Effner s'est beaucoup plaint tout au long de sa carrière qu'en fait, le prince électeur n'a cessé d'influer sur ses dessins en essayant d'imposer son goût à lui, jusqu'au jour où Effner a dit « ou c'est vous, ou c'est moi, ne fais pas les deux ». Et ça nous a valu le Pagodenburg. Je n'ose pas comparer Pagodenburg avec le Amalienburg de Cuvilliés. Entre Cuvilliés et Effner, il y a une énorme distance de génie, bien sûr. Mais ce Pagodenburg, par une unité d'esprit, une sorte d'unité, si vous voulez, de résonance et de couleur, va certainement vous intéresser aussi. Alors c'est un très curieux bâtiment, parce qu'il n'a rien d'une pagode, comme vous pouvez le voir. C'est un ensemble en rognon, monté sur des pilastres corinthiens, avec un important rez-de-chaussée comportant une seule pièce d'ailleurs et des petites alcôves, et un premier étage comportant 2 salons. Donc c'est minuscule, ça n'a pas plus que la Amalienburg de raison d'être véritable dans ce qu'on pourrait appeler la vie de la cour. C'est un lieu de délice, et surtout c'est un lieu qui doit surprendre, étonner, ravir celui qui entre. Par là même, le Pagodenburg est peut-être le premier des bâtiments sinisants que je vous présente ce soir qui répond à cette exigence de pittoresque dont nous parlions tout à l'heure. Il doit, je répète, à l'entrée, surprendre, étonner, ravir. Du moins, tel était le but du prince électeur Max Emmanuel. Alors le dehors, vous voyez, très austère, fait de 2 couleurs presque en camailleux, un beige très éteint et un gris presque souris, si vous le voulez. Ces 2 couleurs d'ombre, un peu comme celle de la Amalienburg, se fondent admirablement dans la verdure de l'ensemble. Et lorsqu'on pousse la porte, alors c'est vraiment l'éclatement. Tout a été conçu par Effner pour ce seul Pagodenburg, c'est-à-dire l'ensemble a été dessiné par l'architecte, de même que le pavement, de même que les parois, de même bien entendu que les plafonds, de même que le lustre, de même que les meubles. Tout a été créé pour entrer entièrement dans cette sorte de célébration du bleu et du blanc, décidément des esprits chinois, du moins croyait-on à l'époque. Alors peut-être que pour nous aujourd'hui, ça a à première vue un petit côté salle de bain, peut-être, mais n'oubliez pas que le blanc-bleu à l'époque, surtout à une époque où il n'y avait pas de salle de bain, mais enfin disons le blanc-bleu, c'était chinois. Seulement, comme le pauvre Max Emmanuel n'avait pas réussi, comme Frédéric Ier de Prusse, à se réserver à lui tout seul un galion de la compagnie hollandaise, ben, il avait dû faire appel simplement aux manufactures hollandaises. Donc ce que vous voyez là, à aucun moment les Chinois, ce sont des pastiches à la chinoise faites par les ateliers de Delft. Alors là, vous en avez un très très bon exemple. Vous voyez très bien qu'il y a encastré dans le mur ici de très jolis d'ailleurs carreaux blanc-bleu. Enfin, inutile de vous dire, ce sont des carreaux de poils, tout simplement créés à Delft. Et alors, quand on les regarde de près, rien de chinois, surtout dans ce décor, qui met, je répète, chinois de l'accord de couleur. L'ensemble est dominé par un plafond
Plafond absolument étourdissant où sont représentées les 4 parties du monde sous forme de 4 grandes figures en cartouche dans un ensemble de dessins extravagants. Aux 4 coins de ce plafond se dressent justement ces 4 figures représentant les 4 parties du monde. Du coup, voilà l'Afrique. Tout le monde a reconnu, hein. Elle a son crocodile devant elle, ça c'est un crocodile, oui mais oui. Voilà ici l'Asie, que l'on s'évertuait à représenter enturbanée comme le Mamamouchi à l'époque. C'est donc l'Asie qui tient, vous voyez, son égide et un scalp de missionnaire, du moins j'imagine. Ici, voilà, en contrepoint, parce qu'il faut vous dire aussi que ces figures se répètent par deux. Voilà la deuxième Asie, qui porte le régime sur la tête en éruption, avec un petit singe, ici. Mais remarquez surtout, disons, la qualité du décor. Bon, la peinture ne vaut pas grand-chose, il faut avouer. Vraiment, dans le détail, c'est assez nul. Mais dans l'ensemble, disons, dans l'ensemble de cette sorte de caprice architectural, c'est tout à fait étonnant. Donc, toujours est-il, ces parties du monde se répondent comme on est, comme vous le voyez mieux ici peut-être, hein, aux 4 coins de la salle, correspondant à cette fameuse frise en faux stuc, surmontant encore ces écoinçons en carreaux de nef. Et on a poussé la coquetterie jusqu'à mettre un lustre que vous découvrez maintenant. Il a l'air d'être en delft, donc d'être chinois, mais bien sûr qu'il est en bois vernissé. Mais c'est un fort beau lustre, ma foi. Vous le voyez ici un peu mieux. Je veux dire, dans le style caprice, dans le style étrangeté du décor, c'est un des tout beaux exemples qui nous soit conservé de ce 18e échevelé. Et alors, au parloir, un élève de Goump, qui décidément valait mieux que son maître, a peint, toujours bleu-blanc, l'ensemble des fastes de la cour de l'empereur de Chine. Alors, inutile de vous dire qu'il n'a eu strictement aucun document archéologique à se mettre sous la dent. Ce qu'il a pu voir, c'est les gravures des mascarades, les gravures des entrées, les gravures des balles à costumes de l'Europe du temps. Donc sa Chine est complètement aberrante, mais elle est au moins extrêmement amusante. L'empereur monté sur un éléphant, l'empereur rendant justice entre des dragons, le beau, vous le voyez sans doute, qui crache le feu, et assisté bien sûr de 2 monarques. J'espère que c'est assez grand quand même pour que vous voyez la très grande qualité de cet ensemble. Alors, au plafond, c'était le maître, ça c'est l'élève. Une fois de plus, l'injustice de la société. Au plafond de chacune de ces petites alcôves, voilà M. Gourd qui reprend le pinceau pour nous livrer quelques scènes tirées des mœurs des bons sauvages. Ça, c'est les préparatifs à l'hymen. Alors, le petit couloir où se trouve la susdite bacchanale, si l'on peut ainsi s'exprimer, comporte un tout petit escalier dérobé, mais vous avez vu le pavillon, c'est rien, c'est tellement petit. Un tout petit escalier dérobé qui monte en colimaçon au premier étage. Et nous allons maintenant découvrir les merveilleux salons du premier étage. Entre nous soit dit, le rez-de-chaussée est admirable, c'est très très beau. C'est simplement un tout petit peu comique, mais c'est peut-être voulu, somme toute, n'est-ce pas? L'esprit chinois allait avec une certaine forme de sourire, du moins à Munich. Mais peut-être qu'au fond, les princes électeurs de Munich étaient moins raides que les rois de Prusse, vous savez, c'est possible. Alors, au premier étage, le ton change et nous avons donc 2 salons qui sont absolument adorables, d'abord de petitesse, donc d'intimité et en même temps de confort. Avec un décor qui nous paraît à première vue être plus occidental que chinois, mais rassurez-vous, Gourd est monté jusque-là. Bien. Et jouxtant ce premier petit salon, la moitié de l'espace de Padovo est donné à un 2e salon, qui est une merveille, lui, alors, puisqu'il s'agit d'un ensemble sur soi venu du Japon. Alors jusqu'à présent, nous n'avons vu que les œuvres chinoises, vous le faites remarquer, c'est la première fois qu'intervient dans les années 1719 à peu près le Japon. Alors voilà donc ces soies peintes du Japon à motifs de fleurs, tout simplement, qui ont recouvert l'ensemble même de ce pavillon. Très bonne qualité d'ailleurs, c'était certainement des œuvres vouées à l'exportation et drainées bien sûr par les Portugais, c'est une chose certaine. Alors ici, la soie a été, selon une technique très propre au XVIIIe siècle au Japon, légèrement gaufrée
pour donner juste cette sorte de petite présence aux pivoines blanches que vous voyez un tout petit peu partout. Le tout est monté d'ailleurs, tous ces laits de soie peint sont montés dans un décor de bois vernissé noir et or. Donc un jeu d'une extrême simplicité qui est très en contraste avec l'exubérance du rez-de-chaussée. Nous avons en effet parcouru nos 3 domaines triangles d'or, Vienne, Berlin et Munich. Nous n'avons pas fini car je dois vous présenter maintenant le plus fort, ce qui va nous ramener tout près de Berlin, pour être exact à Potsdam et pour être plus précis encore à Sans Souci. Vous allez découvrir justement ce qui a fait tellement rigoler Voltaire. C'est le jour où Frédéric II a dû céder à la mode orientale et s'est fait faire un tea house, un pavillon de thé dans le goût chinois. Alors, l'architecte de cette folie, car c'est vraiment une folie, c'est un dénommé Bühring, qui a signé d'ailleurs l'essentiel des fabriques des jardins de Sans Souci. Il a exécuté cette œuvre entre 1754 et 1757. Vous voyez que nous sommes plus tard que Munich, que Charlottenburg à Berlin bien sûr, et surtout que la Vienne du Prince Eugène. Nous sommes plus tard. C'est la dernière en date des fantaisies chinoises que je puisse vous montrer. Alors ce Bühring a travaillé main dans la main avec Heymüller, et cela nous a valu cet extravagant tea house que vous allez découvrir maintenant, et qui, je trouve, va tellement mal à la personnalité de Frédéric II. Enfin, je pense qu'il y a des modes qui sont contraignants, il a dû céder. Alors, vous vous souvenez de ça, c'est Sans Souci, bien sûr. Ce Sans Souci assez curieux, à la fois hiératique, comme le voulait l'esprit de Frédéric II, mais en même temps échevelé par ses grandes cariatides. Voilà, maintenant, nous allons nous égarer dans le parc. Vous savez que Frédéric II a été devant l'Éternel un grand collectionneur de sculptures d'agrément. Je voulais juste vous signaler que le chef-d'œuvre absolu de ce grand maître de la sculpture française est Pigalle, l'Hermès, que vous avez sous les yeux, se trouve à Sans Souci. Voilà cette sculpture qui a été considérée à l'époque où elle a été taillée comme la plus grande, la plus nouvelle, la plus novatrice des sculptures de son temps. Et comme beaucoup d'autres donc, elle orne les jardins, et les parcs, et les avenues, et les tonnelles, et les futaies de Sans Souci. Et donc, ici comme partout ailleurs, on s'égare, comme ça, d'allée en allée, au caprice de sa fantaisie, dans un esprit pré-rousseauiste, qui appartient au fond et très propre à l'esthétique de vie en période rococo. On découvre même d'ailleurs des ensembles un peu anglophiles, en tout cas à l'anglaise, comme par exemple ce bord de rivière, ici. Et tout d'un coup, boum, on se trouve devant le tea house. Chez un monarque qui se voulait essentiellement néoclassique, essentiellement grec aux vertus romaines, cette soudaine explosion pour surprendre. Alors voilà, grand bâtiment, vaste bâtiment. Nous avons bien entendu au toit complètement ostelé par un dragon qui n'en finit plus de se courir pour se mordre la queue, une lanterne au-dessus et par là-dessus l'empereur de Chine tenant son parapluie ouvert. Donc il y avait vraiment de quoi étonner Voltaire, peut-être. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est certainement le caprice à la chinoise qui va le plus loin de tous ceux qui subsistent en Occident. Et par là même, les noms de son architecte Bühring et de son ornemaniste Heymüller doivent être retenus. C'est certainement une sorte d'œuvre record. Alors on va le voir maintenant dans les détails et vous verrez, c'est assez extraordinaire. Alors toutes les fenêtres de ce bâtiment rond sont elles-mêmes arrondies, vous voyez, sont jamais plates, de façon à créer, là aussi, un espèce de jeu d'illusion de la lumière. Chacune est surmontée d'un jeu de draperie lancée au nez, au sommet de laquelle se trouve une figure assez déroutante et inquiétante d'ailleurs de chinois. L'ensemble est au fond sous péristyle, puisque de gigantesques palmiers de bronze doré déferlent à travers tout cet ensemble-là, avec un beau sens de la coopération, et une espèce de bouquet extraordinaire de palmiers. Et au pied de chacun de ces palmiers, il y a justement les groupes dont vous avez vu quelques exemples tout à l'heure. Et ils représentent, comme je vous l'avais dit, grandeur, nature, ou presque,
démonstration coutumière. On joue à cache-cache, on se donne des pommes et on les pèle, on boit le thé, et puis on se chatouille comme ça. Alors là aussi, il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a un jeu de prétexte qui est extrêmement propre au rococo. On veut faire de l'ethnographie un tout petit peu. Activité chinoise au naturel. Mais en fait, personne n'est dupe et on sait très bien que c'est sa propre société, ses faiblesses et ses vertus que l'on chante. Donc là, bien sûr que notre Rémuller de sculpteur s'est un peu amusé à montrer non pas la vanité, mais la vacuité de la vie de cour. Là, on se verse le thé, vous voyez. Monsieur verse le thé à une dame sans s'occuper de sa théière. Quand on monsieur derrière, il boit son thé sans s'occuper de la dame. Au fond, c'est tout l'esprit de Watteau là-dedans, n'est-ce pas? Personne ne s'occupe de personne, mais ça s'appelle quand même compagnie galante. Voilà. Alors on se passe des fruits. Comme monsieur chinois étourdissant, vous remarquerez sans doute Rémuller a dû voir les grandes figures de la Chine de la période. C'est quoi à peu près? Cette espèce de poupée un peu hiératique et empoulée dans le drapé, au moins pour les figures d'hommes. Je vous ai tout amené parce que ça vous ne reverrez jamais, enfin bien non, oui, mais je veux dire, c'est tellement incroyable que cette cour, au pied de ces palmiers, en train de s'encenser parmi, c'est tellement incroyable que vraiment, je crois, ça méritait d'être vu en détail. Et puis alors, ces groupes de palmiers sont aux 3 entrées, en fait, de la maison ronde, en péristyle, comme je vous l'ai dit, et tout autour de cette maison ronde, Rémuller, avec beaucoup plus de génie sculptural, si vous voulez, a représenté l'orchestre chinois. Alors ça, ce sont des figures plus grandes que nature, qui vous montrent musiciens et musiciennes, danseurs et danseuses, jongleurs et jongleuses d'ailleurs, d'une cour chinoise, inutile de dire, complètement de convention. Voilà le joueur de cymbales chinoises. Mais ça, c'est de très bonne qualité, si vous remarquez. La beauté des drapés est tout à fait honorable, de même que l'attitude des personnages. La joueuse de tambourin, avec une étonnante coiffure, tout droit hérité des mascarades de cour, bien sûr, et une fois de plus. La joueuse de tympanon, avec une très jolie coiffe hollandaise. Vous avez des très bonnes figures de Rémuller, ça. Et celui qui nous servait de frontispice tout à l'heure, qui, à mon sens, est le meilleur, c'est le joueur de Buxen. Il n'y a d'ailleurs pas qu'un extérieur, il y a quand même un intérieur, encore fallait-il prendre le thé. Alors l'ensemble est une grande rotonde, comme vous pouvez le voir, sous lanterne. Bien sûr, la lanterne, c'est là-dessus que se tient la fameuse figure de l'empereur de Chine, ça va de soi. Alors là, ici, vous voyez un jeu de peinture ornementale représentant des animaux du panthéon chinois, des pans, des cacatoès, des petits singes, tout ce qu'on veut. Et en dessous, de grandes peintures représentant bien sûr, la vie des grands mandarins et la vie de l'empereur de Chine. Un peu d'ailleurs, ce que vous avez vu il y a quelques moments à Gothenburg, un tout petit peu ce même esprit. Et au centre, comme il se doit, un lustre à la chinoise, mais celui-ci, Frédéric II l'a voulu en bronze doré. C'est un très bel exemple d'art appliqué rococo comme on puisse voir. Parce que c'est presque aussi sage que du rococo pur, et presque aussi fou, si vous voulez, que du chinois de théâtre, n'est-ce pas? Il y a un peu de tout. Il y a un double mélange, mais qui fait de cette œuvre-là vraiment une très grande œuvre d'art ornemental. Ça, là, vraiment, sans doute aucun. Vous avez remarqué que depuis que nous traitons de rocaille et rococo, nous montons, si vous voulez, dans une forme de délire, mais c'est pas ma faute, tout à fait. C'est la faute du siècle qui, de plus en plus, si vous voulez, s'exalte lui-même, et je pensais que cet univers des masques, notamment des masques à la chinoise, devait certainement vous, sinon vous plaire, ou non vous intéresser.
Mais on arrive à ce moment qui est quand même un moment grave où nos empereurs, nos rois, nos princes joueront de même le rôle de mandarin, voire, si vous voulez, de potentat de la Chine. Il y a un moment où le jeu et la réalité vont se confondre, où le masque et le visage aussi vont se confondre. Et c'est à ce moment-là que le siècle sera à ce point miné qu'au fond, il tombera. C'est le moment où, au fond, les princes ne sauront plus ce qu'est leur propre visage ou ce qu'est leur propre masque. Et c'est justement le sujet de la semaine prochaine, c'est de vous montrer cette espèce d'ambiguïté visage et masque à la ville à Palaconia de Bagheria en Sicile. Ça, je sais qu'il y en a certains dans la salle qui peuvent reconnaître. C'est d'ailleurs ce moment où on ne sait plus si on a affaire, comment dire, à l'homme ou à son fantôme. Et c'est dans ce moment, au fond, de division de l'identité que naîtront les premiers germes de ce qu'on appellera la Révolution française et la naissance d'un esprit nouveau. Et je trouve ce visage-là, qui est à la fois très plein et très vide, qui est à la fois masque et visage, qui est à la fois regard et mort, est un excellent frontispice à ce que nous verrons la prochaine fois.